Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau rejoints par le professeur Sayed Memmarandi, ancien conseiller de l'équipe de négociation nucléaire iranienne, pour discuter de certaines conséquences de cette guerre. Ce qui a été accompli, quelles seront les répercussions et bien sûr, est-ce vraiment terminé? Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci beaucoup, Glenn. C'est toujours un plaisir. Donc, l'une des choses dont on parle dans l'actualité, c'est que l'affirmation de Trump, selon laquelle les installations nucléaires en Iran auraient été complètement détruites, a été contestée par certains rapports de renseignement américains ayant fuité. Et cela met en lumière le rôle de l'information. En effet, la guerre de l'information est une composante essentielle de tout conflit. Façonner le récit est également important pour légitimer des attaques. Timer, exagérer sa propre force et amplifier la faiblesse de ses adversaires. On constate souvent que les politiciens, les journalistes et les agences de renseignement participent tous à cet effort de manipulation de l'information. Et alors que nous poursuivons ces objectifs de construction d'une réalité sociale alternative, nous oublions souvent que la réalité objective compte et qu'il peut être très dangereux de l'ignorer. L'un des aspects à considérer est que si vous ignorez la force de vos adversaires et exagérez la vôtre, vous risquez de faire quelque chose de stupide. Et je pense que du côté américain, cela devrait être une leçon essentielle. Il semble que tout le monde reconnaisse plus ou moins avoir sous-estimé les Iraniens. Mais je voudrais commencer par une question très ouverte. Selon vous, quelles sont les leçons à tirer de cette guerre? Je pense que la plus grande leçon pour les Iraniens, c'est qu'on ne peut jamais faire confiance aux États-Unis et que les États-Unis ne peuvent en aucun cas être un partenaire sous quelque forme que ce soit. Vous savez, beaucoup de jeunes en Iran n'ont jamais connu la révolution, ni comment, avant celle-ci, les États-Unis ont installé le Shah et créé la police secrète brutale, la SAVAK. Pendant la Révolution, lorsque l'armée du Shah tirait sur les gens dans les rues, beaucoup de personnes étaient simplement abattues. Un jour, nous avons eu le Vendredi noir, qui a été le jour le plus sombre. Et dès le lendemain, Jimmy Carter a appelé le Shah et lui a apporté son soutien total. Vous pouvez donc imaginer ce que cette génération ressentait à l'égard des États-Unis. Ensuite, après la Révolution, les États-Unis ont soutenu l'invasion de Saddam Hussein. Il en allait de même pour le bloc de l'Est, mais les États-Unis ont joué un rôle particulier. Les Européens ont fourni des armes chimiques à Saddam. L'Occident lui a donné des renseignements militaires pour les utiliser. Cette génération-là aussi, bien sûr, voyait très clairement la réalité du régime à Washington. Mais depuis, même si nous avons eu des sanctions brutales, qui sont une forme de guerre en soi, je suis allé à Cuba brièvement. Il y a environ 1 an et demi, je suppose, et il n'y a pas de guerre, mais les sanctions y ont vraiment détruit une grande partie du pays. Et en Syrie, où j'allais auparavant, les sanctions brutales ont écrasé la société du jour au lendemain. Bien sûr, cela s'ajoute au soutien de l'OTAN à l'État islamique, ainsi qu'au soutien du Qatar, de la Turquie et de la Jordanie, et au soutien du régime israélien à l'État islamique et à Al-Qaïda. Cela aussi a détruit le pays, mais les sanctions ont vraiment brutalisé la société. Nous avons donc subi de nombreuses années de sanctions, et bien sûr les gens en sont conscients, mais beaucoup de jeunes ne s'y habituent pas et ne perçoivent pas la portée de ces sanctions, souvent parce qu'ils ont grandi avec. De plus, nous avons connu le terrorisme, où l'organisation terroriste MEK, entre autres, a particulièrement dans les années 1980 massacré de nombreux Iraniens dans les rues de Téhéran. Nous entendions des voitures piégées exploser alors que nous allions à l'école même, ou la nuit, à la maison.
Ainsi, la compréhension de la véritable signification de l'impérialisme américain, de l'empire américain, de la domination et de l'hégémonie des États-Unis était alors mieux comprise. Et je pense que surtout aujourd'hui, chez de nombreux jeunes Iraniens, cette compréhension a fait défaut. Ce que les États-Unis et le régime israélien ont fait, c'est réveiller ces jeunes. Les gens ont vu que nous étions en train de négocier. Les jeunes, en particulier une partie d'entre eux, qui sont libéraux, qui ont été habitués à ou qui sont habitués à écouter les récits occidentaux, les médias persans financés par les agences de renseignement occidentales et les gouvernements occidentaux ont eu une influence sur ce segment de la société. Beaucoup de personnes pro-occidentales ou orientées vers l'Occident, sympathisantes de l'Occident, peu importe comment on les appelle, voient maintenant leur vision du monde s'effondrer parce qu'ils ont vu que l'Iran négociait et que les États-Unis conspiraient. Ils ont vu que, à la veille de la guerre non provoquée, Trump affirmait être contre la guerre, puis que le lendemain il se réjouissait. Ils ont vu comment, et tu parlais de construction de récits, ils ont vu comment soudainement, aussi bien les libéraux que les conservateurs aux États-Unis, diabolisaient l'Iran jour et nuit. Et les médias, que ce soit Breitbart ou New York Times, CNN ou Fox News, la BBC ou Sky, The Guardian ou The Times, peu importe, ils attaquaient tous soudainement l'Iran à leur manière, avec leur propre langage. Et il était tout à fait clair que l'ensemble de l'establishment occidental préparait le terrain pour attaquer l'Iran. Vous avez vu des journalistes parler soudainement des maux de l'Iran, de la société iranienne soi-disant maléfique, ou du régime comme ils l'appellent, et de la facilité avec laquelle il pourrait être renversé. Ces jeunes ont vu tout cela. Ils suivaient la situation parce que cela concernait directement leur vie. Et lorsque les États-Unis et le régime israélien ont attaqué, il n'a plus été question de droit international, de droits de l'homme, de valeurs humaines, ni de la menace de contamination radioactive, ni dans les médias occidentaux, ni parmi les élites occidentales. Cela a donc été, je pense, une révélation, le mot est faible, mais une grande révélation pour cette génération. Et c'est pourquoi je pense que les États-Unis se sont infligés un tort irréversible, car les gens sont désormais unis d'une manière que je n'avais pas vue depuis l'invasion de l'Iran par Saddam Hussein. Et cela montre aussi l'ignorance de l'Occident, car je vous aurais dit auparavant, si vous m'aviez demandé si les Iraniens s'uniraient en cas de guerre, j'aurais répondu oui. Je pense que cela était encore plus loin que ce à quoi je m'attendais, mais j'aurais dit oui. Mais cela montre l'ignorance des agences de renseignement occidentales, des think tanks occidentaux et des médias occidentaux qui, dans l'ensemble, sont allés dans la même direction au sens large. S'ils disaient « il suffit de pousser et tout s'effondre, le régime est corrompu, méprisé », cela montre simplement qu'ils sont influencés par ces soi-disant experts de l'Iran qui disent ce qu'on veut entendre afin d'obtenir leur financement. Et ensuite, pour continuer à recevoir des fonds, ils invitent des sénateurs et d'autres personnalités à faire des discours et leur versent d'énormes honoraires. Et cette redistribution de la richesse satisfait tout le monde. La désinformation se propage et ainsi les États-Unis et les Européens commettent des erreurs de calcul. Je pense que c'est l'élément le plus important qui ressort de tout cela. Le deuxième point le plus important, c'est que les Iraniens ont acquis une confiance que nous n'avions plus vue depuis la guerre, depuis les années 1980, dans le sens où ils ont vu leurs missiles frapper le régime israélien du nord au sud, d'est en ouest. Ils ont constaté qu'ils pouvaient atteindre Tel Aviv facilement, malgré le fait que tout l'Occident ait mobilisé tous ses moyens pour défendre ce régime israélien.
Et alors que les Iraniens étaient en grand désavantage, parce que les pays de la région étaient soit indifférents, soit discrètement du côté de l'Occident, la Turquie par exemple, avec des bases américaines en Turquie utilisées pour aider Israël, à la fois offensivement et défensivement, et le Golfe Persique de la même manière. Both offensively and defensively in the Persian Gulf the same. Jordanian airspace was being used to help Israel. L'espace aérien jordanien était utilisé pour aider Israël, le régime israélien. Et bien sûr, l'Irak n'est pas vraiment un pays très souverain. Donc malgré ce gros désavantage, ils ont vu à quel point les capacités offensives de l'Iran étaient très impressionnantes. Et comme je l'ai dit, ils avaient aussi un gros désavantage parce qu'il y avait une grande coalition contre eux, mais c'était aussi une attaque éclair. Les défenses aériennes et les systèmes radars de l'Iran ont été gravement endommagés pendant les premières heures, ce qui a donné aux Israéliens un avantage supplémentaire pour les frappes aériennes. Mais malgré cela, l'Iran avait toujours l'avantage. Cela a donc rendu les Iraniens très fiers. Ce n'était pas un chaos. L'Iran a gagné, vous savez, je crois qu'ils disent, ils n'ont pas mis le régime israélien KO, mais ils ont gagné la guerre au point. Au point, oui. Quelque comme ça. Mais c'est énorme. C'est vraiment énorme. Quand on regarde l'attaque éclair, l'immense coalition, la manière dont l'Occident l'a présentée, la façon dont l'Agence internationale de l'énergie atomique a été utilisée comme un outil, je pense que cela a aussi été une révélation pour les jeunes Iraniens en particulier, qui pensaient que l'ONU et les organismes internationaux avaient une véritable signification. Maintenant, tout le monde a vu la réalité. Ce ne sont que des institutions d'après-guerre qui servent d'outils à l'Occident, dominées par l'Occident. Le chef de cette agence a menti sur le programme nucléaire iranien pour justifier l'agression, et il a refusé de condamner cette agression, alors que non seulement des cibles militaires, mais aussi des cibles civiles étaient bombardées, et que le programme nucléaire iranien était attaqué avec la menace hypothétique de contamination. Donc je pense que ce sont des éléments clés. Bien sûr, il y a des leçons à tirer, et je pense que l'Iran a été très... Vous savez, vous êtes allé en Iran, on ne voit pratiquement pas de policiers en Iran. Je veux dire, il y a beaucoup plus de policiers en Europe et aux États-Unis qu'à Téhéran, par exemple. Je ne pense pas que ça changera à long terme, mais je pense que les services de renseignement iraniens vont devoir repenser beaucoup de choses. De nombreuses personnes ont été arrêtées. Beaucoup d'entre elles sont des immigrés non enregistrés, comme on dit, ou des illégaux, comme diraient d'autres. Nous avons probablement la plus grande population de réfugiés au monde, peut-être à égalité avec le Pakistan. Et certains d'entre eux sont influencés par l'idéologie de l'État islamique, d'Al-Qaïda et des Takfiris. Et ces personnes ont coopéré avec le régime israélien, ainsi que d'autres. Mais en tout cas, beaucoup de gens ont été arrêtés, et cela va probablement continuer. De plus, l'Iran va devoir reconstruire très rapidement ses défenses aériennes, car personne ne croit que tout cela soit terminé. Le régime israélien représente clairement une menace. Tant que ce régime ethno-suprémaciste existera, il n'y aura jamais de paix en Asie de l'Ouest ou en Afrique du Nord. Il continuera donc d'être une menace. L'Iran va devoir se préparer rapidement. Mais ce qui était aussi produit, c'est que le Sud global s'est rapproché de l'Iran. Et la Russie et la Chine en font partie et sont des éléments importants, très importants, du Sud global. Parce que ce qu'a fait Trump, ce qu'a fait Netanyahou, c'est qu'ils ont brisé toutes, ils ont franchi toutes les lignes rouges et ils ont bombardé des sites nucléaires. Je pense que c'est un signal d'alarme, non seulement pour les Iraniens, mais aussi pour les Chinois, pour les Russes, pour tous ceux qui s'inquiètent du comportement des États-Unis. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Bien sûr, des gens sont morts. Le régime est totalement corrompu, impitoyable. Nous l'avons vu à Gaza. Mais par exemple,
pour assassiner un scientifique. Il y a 3 jours, ce scientifique est parti chez son père et ils étaient avec leur famille élargie. Ils ont bombardé l'immeuble et tué une grande partie de cette famille élargie qui vivait ensemble. J'ai tweeté la photo il y a seulement quelques heures. Donc il s'agit d'un régime impitoyable, ce qui encore une fois est désormais bien mieux compris par les jeunes Iraniens. Parce qu'auparavant, les gens voyaient Gaza et la plupart, en très grande majorité, soutenaient les Palestiniens. Mais le ressentir chez soi, voir la manière dont les familles sont visées, des immeubles entiers sont ciblés, et ensuite les médias occidentaux qualifient cela de coup de maître en matière de renseignement. Les gens en Iran voient cela. Et encore une fois, j'insiste, les jeunes ont beaucoup appris ces dernières semaines. Lorsqu'il y a une montée du sentiment en faveur d'un conflit ou d'une guerre avec l'Iran, l'argument principal est, comme dans tous les conflits, de vouloir présenter cela comme une lutte entre le bien et le mal. Et la façon dont l'Iran est présenté comme le mal, c'est toujours, vous savez, le régime autoritaire, agressif. Et donc, une grande partie de l'agression militaire est toujours justifiée par l'appel à « nous voulons simplement des réformes libérales, des libertés ». Je pense que beaucoup de ces personnes qui veulent des réformes libérales par la force militaire, même si l'on adhère à l'idée que ce n'est pas une question de politique de puissance, mais de souci des réformes libérales, deviennent leurs propres pires ennemis. Comme vous l'avez mentionné, après le renversement de Mossadegh en 1953 et le règne du Shah, l'une des choses que l'on déteste vraiment à Washington et ailleurs à propos de l'Iran, c'est qu'il possède cette direction politique religieuse. Et l'une des raisons, bien sûr, c'est que sous la dictature brutale du Shah, les mosquées étaient l'un des rares endroits où l'on pouvait réellement organiser une opposition politique, là où l'influence du Shah était limitée. C'est ainsi que la direction religieuse a acquis le pouvoir politique. Mais ceux qui n'aiment pas cela devraient regarder ce qui l'a précédé, le soutien au Shah. Je me souviens aussi que j'avais quelques amis iraniens, un peu dissidents, vers 2010 ou 2011, aux Pays-Bas, des étudiants. Et ils faisaient aussi remarquer qu'ils avaient été très favorables à, une sorte de soulèvement ou de protestation en 2009, n'est-ce pas? Mais une fois qu'ils ont vu le printemps arabe, vous savez, comment tout soulèvement et toute dissidence contre le gouvernement était utilisé par les États-Unis et divers alliés pour en fait brûler et détruire le pays, qu'ils étaient utilisés comme des instruments. Ils ont changé de position en se disant que, finalement, c'était peut-être une bonne chose que nos protestations n'aient pas abouti. Parce que je pense, comme vous l'avez dit, que beaucoup de gens voulaient plus de réformes, étaient d'esprit libéral, mais sont devenus un peu plus conscients, cette fois-ci, qu'ils pouvaient facilement être instrumentalisés. Et que peut-être les Américains et les Israéliens ne sont pas, vous savez, uniquement motivés par le désir de plus de liberté pour les Iraniens. Je veux dire, c'est quand même étrange qu'on nous répète toujours cela. Nous avons occupé l'Afghanistan pendant 20 ans, sous prétexte que nous voulions simplement voir des petites filles aller à l'école. C'est incroyable que les gens croient à cela. Bref, je voulais juste en venir là. Pour ajouter à cela, par exemple, dans le cas de l'Afghanistan, l'hypocrisie réside dans le fait qu'ils ont eux-mêmes créé l'extrémisme. L'Afghanistan et le Pakistan étaient des pays en grande partie conservateurs, à l'exception peut-être des élites, qui l'étaient moins. Mais ces sociétés étaient conservatrices, sans rien de comparable à ce que nous connaissons aujourd'hui avec les talibans, et surtout lors de la première période de domination talibane. Ainsi, l'Occident a créé cette idéologie Takfiri avec les Saoudiens et les Émiratis à l'époque. Ils ont même publié des manuels scolaires aux États-Unis pour les enfants afghans à l'université du Nebraska à Omaha afin de susciter la haine
car à l'époque, cela visait l'Union soviétique, les soldats soviétiques et tout cela. Mais cela s'est propagé et a engendré le sectarisme. Cela a créé de la haine envers les minorités. Et aujourd'hui, les talibans, peu importe ce que l'on pense d'eux, n'autorisent pas les filles à aller à l'école, à étudier ou à apprendre. Parce que les États-Unis, avec les Saoudiens et les Émiratis à l'époque, ont créé cet environnement, cette idéologie extrémiste. C'est exactement comme ce que l'on voit en Ukraine. Quand on promeut la pensée néo-nazie, quand on promeut la pensée fasciste, on obtient des fascistes. Quand on l'enseigne à l'école, on obtient des fascistes. C'est pareil en Palestine. Quand on dit aux enfants que les sionistes sont le peuple élu et que tous les autres sont des sous-hommes, on obtient des gens qui tirent simplement sur des enfants en Cisjordanie et visent la tête des enfants à Gaza. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est assez évident. Ainsi, ce sont les Américains eux-mêmes qui créent le monstre, puis ils viennent prétendre, et les Européens aussi, qu'ils sont ceux qui le combattent, alors qu'en réalité, ce sont eux les incendiaires. Et aussi, vous savez, si l'on regarde, quand vous avez parlé de Mossadegh, ce qui est intéressant, c'est que le plus grand défaut de Mossadegh était de faire confiance aux Américains. Pendant ce temps, les Américains, alors qu'ils complotaient secrètement contre lui avec les Britanniques, à cette époque, si vous allez consulter les anciens journaux publiés à l'époque, les archives, vous verrez que le même langage utilisé contre l'Iran après la Révolution était déjà employé contre Mossadegh à l'époque, qu'il était fou, que tous les mots attribués à l'Iran étaient alors attribués à Mossadegh. C'est ainsi qu'ils justifient la guerre et l'agression. Donc alors que ce sont eux qui tuent des gens, bombardent des gens, massacrent des gens dans des pays, ce sont eux les gentils. Et ensuite les victimes deviennent les méchants. Encore une fois, c'est la même chose avec Saddam Hussein. Saddam Hussein, tout comme les talibans, était leur homme. Ils lui ont donné les armes chimiques. Ils lui ont donné les armes de destruction massive à utiliser contre les Iraniens, son propre peuple. À ce moment-là, ça ne posait aucun problème. Mais ensuite, lorsqu'il a fait faillite à cause de la guerre contre l'Iran et qu'il a envahi le Koweït, soudainement, pour la première fois, on a entendu parler des armes chimiques. George Bush père parlait de la cruauté de Saddam et de son utilisation d'armes chimiques. Eh bien, c'est vous qui lui avez donné ces armes, mais ce n'est pas ce qu'il dirait. Et donc, les médias occidentaux ont commencé à diaboliser Saddam, tout à coup, à justifier la guerre et les sanctions, puis le renversement. C'est donc assez dystopique quand on y regarde de près. Mais l'aspect positif dans tout cela, c'est que beaucoup de gens voient clair dans ce jeu. Je parlais avec Sabrina hier soir dans son émission, je crois que c'était Sabrina. J'ai participé à tellement d'émissions différentes ces derniers temps. Sabrina disait que lorsqu'ils préparaient le terrain pour cette guerre contre l'Iran, elle craignait que tous ces gens pro-palestiniens qui soutenaient Gaza et s'opposaient à l'Holocauste, elle avait peur qu'ils deviennent soudainement pro-guerre. Mais cela ne s'est pas produit. Et je pense que cela en dit long. C'est un signe d'espoir que des gens partout dans le monde, bien sûr, mais surtout en Occident et aux États-Unis en particulier, qui est la population la plus soumise à la propagande au monde, voient clair dans tout cela, ou du moins qu'une grande partie de cette société voit clair dans tout ça. Donc, nous ne devrions pas être pessimistes ou nous sentir sans espoir. C'est une lutte, mais le monde est en train de changer. J'ai cette impression non seulement avec l'Iran, mais aussi avec d'autres endroits. L'idée que toute cette haine et cette agressivité soient blanchies sous un voile libéral. Je pense que ce voile libéral tombe dans de nombreux endroits et que les gens sont un peu désabusés par ce qui s'est passé.
Mais oui, tu décris plus ou moins une guerre perpétuelle contre l'Iran au cours du siècle dernier. Mais cela soulève la question, même si elle semble stupide peut-être. Est-ce que cette guerre est terminée? Le cessez-le-feu va-t-il tenir? Je veux dire, les raisons d'aller en guerre contre l'Iran, qu'il s'agisse d'affaiblir l'Iran, de briser l'Iran, de changer le régime iranien, aucun de ces objectifs n'a été atteint. Il semble que Trump soit passé très rapidement de l'insistance sur le fait qu'il n'accepterait qu'une reddition totale de l'Iran à, finalement proposer un cessez-le-feu. Ce n'est pas parce qu'il a soudainement adopté une nouvelle conception ou philosophie sur la manière dont nous devrions tous vivre ensemble en paix. C'est plutôt que la guerre était perdue. Ils étaient à court de missiles d'interception, subissaient trop de pertes, ce qui n'était pas tenable, et il y avait trop de destruction. Donc, je suis un peu pessimiste. Alors que l'on brandit à nouveau la bannière « Mission accomplie » et que Trump fait maintenant des tours de victoire, se célébrant lui-même, j'ai l'impression que cette guerre n'est peut-être pas terminée. Eh bien, le simple fait que les médias occidentaux ne disent pas que c'était une guerre illégale, qu'ils ont assassiné des innocents, qu'il n'y a aucun signe que le programme nucléaire iranien était autre chose que pacifique. Et ils répètent tout la même chose, qu'ils soient libéraux ou conservateurs, de gauche ou enfin, c'est pas vraiment la gauche, mais libéraux ou de droite. Je pense que cela montre que nous ne devrions absolument pas faire confiance à l'Occident dans les semaines, mois ou années à venir. Tant que cet establishment politique restera au pouvoir, s'ils sont affaiblis et qu'il y a un changement en Europe, ce que je pense possible, même si l'Europe devient peu à peu une série d'États policiers, sérieusement, j'ai vraiment ce sentiment. Mais s'ils vont continuer cette guerre en Ukraine, s'ils vont continuer à augmenter les dépenses militaires et à appauvrir les populations à travers l'Europe, et bien sûr, plus ils provoquent d'autres pays, plus ils auront de réfugiés qui viendront en Europe, et plus l'économie mondiale se détériore, plus vous verrez de personnes venir du monde entier pour cette raison également. Donc je pense que, vous savez, cela pourrait plus tard changer la dynamique à l'intérieur de l'Europe. En fait, c'est probablement ce qui arrivera. Mais pour l'instant, il me semble que le fait que les médias occidentaux soient totalement complices et que les instruments des États en Europe et en Amérique du Nord soient tous sur la même longueur d'onde lorsqu'il s'agit de provoquer l'Iran et de soutenir le régime israélien et de passer sous silence le génocide d'ailleurs. En agissant ainsi, en s'opposant à l'Iran, ils aident également le régime israélien à effacer l'Holocauste à Gaza, l'Holocauste en cours. Donc dans ces circonstances, je pense que la réponse à votre question serait que ce n'est pas terminé, et que ce régime qui bombarde constamment le Liban et Gaza, bien sûr le Yémen, la Syrie, bombarde parfois la Cisjordanie avec des drones et des avions, l'Irak, ce régime mènera à nouveau une attaque contre l'Iran à un moment donné. Et l'Iran doit s'y préparer, et l'Occident le soutiendra. L'ironie, bien sûr, c'est que si l'Iran, supposons que le programme nucléaire iranien soit détruit. Et moi, j'en doute sérieusement. Je n'ai aucun doute que l'Iran est tout à fait capable d'enrichir de l'uranium. Et l'une des choses vraiment insensées que l'Occident a faites ici, c'est d'avoir donné aux Iraniens l'occasion de dire « plus d'AIEA ». Et vous l'avez vu hier au Parlement, l'Iran a déclaré « nous ne leur donnerons plus aucun accès tant que nous ne nous sentirons pas complètement en sécurité ». Et c'est un terme subjectif. Est-ce que je me sens en sécurité chez moi en ce moment? Ça dépend. Je pourrais dire non, je ne me sens pas en sécurité. Donc c'est un ressenti subjectif. Les États-Unis sont donc aveuglés, tout comme les Européens. Ils sont aveuglés.
Et il en va de même pour le régime israélien. Ils n'auront pas accès aux installations nucléaires iraniennes. Et bien sûr, l'Iran a ses propres scientifiques. Assassiner quelques scientifiques ne va rien changer. Il y a des universités, il y a des professeurs, il y a de nombreux scientifiques qui travaillent. Et puis, l'Iran dispose d'une infrastructure. À cause des sanctions, en réalité, la plupart des choses sont fabriquées en Iran. Il y a donc des usines à travers le pays qui produisent les pièces et composants pour les machines utilisées dans l'industrie nucléaire, ainsi que dans toutes les autres industries. Et bien sûr, le débat sur le succès des frappes est, je pense, important. Lorsque les services de renseignement américains affirment qu'elles ont en grande partie échoué, il faut prendre cela au sérieux. Je ne fais aucun commentaire personnel, car je ne prétends pas savoir ce qui s'est passé là-bas. Mais j'imagine que Trump et Netanyahou ont probablement échoué. Donc l'Iran dispose de ses capacités, mais l'AIOEA ne saura pas ce qu'il fera à l'avenir. Je pense que c'est très important. Je pense que c'était une décision très intelligente du Parlement iranien, à la fois pour protéger le pays, et aussi parce qu'à l'avenir, cela constituera une carte maîtresse très puissante à toute table de négociation. Donc quand on regarde comment les choses se sont déroulées, il sera très difficile pour les Israéliens et les Américains de justifier la prochaine étape. Parce que si le programme nucléaire iranien est effectivement détruit, alors pourquoi attaquer à nouveau l'Iran? Et bien sûr, les médias occidentaux le justifieront, et ils trouveront un moyen de présenter cela. Parce que souvenez-vous, quand il s'agit de l'Iran ou de ces étrangers maléfiques, ils sont tous sur la même longueur d'onde. Si vous vous souvenez, en 2016, Trump était une marionnette de Poutine. Il était un agent de la Russie. Mais quand il a bombardé la Syrie, soudainement tout le monde l'a applaudi et a dit qu'il était enfin devenu président. Et bien sûr, à l'époque aussi, l'OIAC a été utilisé comme un outil pour piéger la Syrie. L'OIAC, c'est-à-dire l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, a envoyé des experts en Syrie pour vérifier si le gouvernement syrien avait mené les attaques chimiques. Et ces experts sont revenus en disant que non, les preuves ne montraient pas que le gouvernement syrien l'avait fait. En réalité, elles montraient que les Turcs et les Jordaniens soutenaient Al-Qaïda et les forces extrémistes qui l'avaient fait. Ils ont mis de côté tous ces experts techniques, ont placé leurs propres responsables politiques et leur ont dit « Vous avez raison, ce sont les Syriens qui l'ont fait. » Mais vous savez, les médias occidentaux n'en ont rien dit parce qu'ils sont tous des instruments, les médias traditionnels. Donc vous voyez, la même chose s'est produite à l'époque. Donc, quand il s'agit de guerre, ils trouveront une raison. Ils la justifieront. Mais ce sera intéressant, car s'il n'y a soi-disant plus de programme nucléaire et que tout a été détruit, alors, quelle est votre justification? La véritable raison a toujours été le changement de régime, comme ils aiment l'appeler, parce qu'ils n'aiment pas l'Iran, parce que l'Iran est farouchement indépendant. C'est le seul pays indépendant de la région, probablement l'un des plus indépendants, voire le plus indépendant d'esprit au monde. Et il soutient la Palestine, alors que tous les autres se contentent soit d'utiliser la rhétorique à leur propre avantage politique, soit sont littéralement du côté opposé. Dans le cas d'Erdogan, par exemple, il est avec les Israéliens. Il fait du commerce, des affaires, il transporte du pétrole, Aliyev et l'Azerbaïdjan. Vous voyez les Émirats, vous voyez la Jordanie, et ainsi de suite. Donc l'Iran est le seul pays qui est vraiment, sans l'Iran, le Hamas avec toute sa résistance héroïque, et le djihad islamique et les autres avec toute leur résistance héroïque, ne pourraient pas se maintenir. Parce que l'Iran, évidemment, leur apporte constamment un soutien pour qu'ils puissent se reconstruire et renforcer la résistance à Gaza et ailleurs, dans l'Axe également. Et c'est pour cela qu'il y a eu tant de sanctions contre l'Iran, tant de diabolisation.
Tout cela tourne vraiment autour de la vision du monde de l'Iran. Donc je pense que, puisque le changement de régime a échoué, une autre guerre est inévitable à un moment donné. Et c'est pourquoi je pense, je veux dire, l'Iran a un grand avantage dans le sens où les armes utilisées par le régime israélien sont les meilleures que les Américains puissent offrir. Ce que possède le régime israélien, et cela, je pense, est aussi significatif, montre vraiment à quel point la réaction de l'Iran a été impressionnante, malgré l'attaque éclair et le soutien écrasant de l'Occident et de ses alliés régionaux. Mais en plus de cela, les Israéliens disposaient des meilleures armes que les Américains et les Européens pouvaient fournir. Les armes dont dispose le régime israélien sont incomparables à celles de l'Ukraine. Les armes qu'ils ne donnent pas à l'Ukraine, ils les donnent à Israël. Et ils leur donnent tout ce qu'ils ont. Donc les Iraniens connaissent désormais tout des capacités d'Israël. Et bien sûr, les Israéliens ont mis en place ce réseau à l'intérieur de l'Iran pour mener des actes de sabotage. Et cela va être traité. Je pense donc que l'Iran va travailler très rapidement sur ses faiblesses et ses vulnérabilités dans les jours, semaines et mois à venir, afin que lors du second round, le régime israélien ne bénéficie pas de l'avantage qu'il avait cette fois-ci. Mais je pense qu'en fin de compte, comme je l'ai dit, et je m'excuse pour cette réponse très longue, le régime israélien est un régime agressif. Il ne connaît pas de frontières, il considère tous les autres comme des sous-hommes et l'Occident le soutient quoi qu'il fasse. Je pense donc qu'un autre round est inévitable. No matter what it does, so I think that another round is inevitable.